Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est Véronique Riche-Flores. Bonjour Véronique. Bonjour Merci David. d'être avec nous. Vous avez une jolie mine, bien bronzée, content de vous retrouver, président du cabinet indépendant, c'est important, RF Research. Évidemment les marchés, au départ je voulais parler de Pierre Gattaz, on en parlera après, les universités d'été du MEDEF, la croissance française. On en parlera après parce qu'il se passe un truc comme sur le CAC 40, vous avez vu les marchés sont de nouveau en train de corriger. On est sur le CAC 40 un peu au-dessus des 5000 points, ça fait 5% de baisse en 3 mois. Cette rentrée s'annonce agitée pour les marchés. Avant l'été, vous avez dit quoi? Vous étiez un peu haussière avant l'été, non? Oui, tout à fait. Hein? J'étais globalement assez optimiste Alors sur les vous étiez marchés d'actions. Nous, on était un peu... Oui, je suis un peu contrariante, ça doit être dans ma nature. Mais là, pas dans le bon sens, mais pourquoi alors? Non, et pourquoi? Il me semblait essentiellement, pas tant pour des raisons économiques, encore que l'évacuation des risques extrêmes en zone euro était importante. Il me semblait que dans un contexte de maintien des taux d'intérêt extrêmement faibles, parce que je n'ai jamais vraiment cru à une normalisation des politiques monétaires, hein, le facteur taux d'intérêt continuerait à doper, à stimuler les marchés. Ce qu'on a vu effectivement, c'est que ça a bien fonctionné aux États-Unis, encore une fois, et qu'en dollars, effectivement, la performance des bourses européennes est très similaire à ce qu'on a vu aux États-Unis. En euros, néanmoins, les bourses européennes ont pâti, pas seulement le CAC 40, hein, l'ensemble, la grande majorité des grandes places boursières, à l'exception d'Italie, qui était dans un contexte politique un peu particulier. Donc, grande déception. Parce que, encore une fois, vous l'avez dit, les taux sont bas, l'économie en zone euro s'améliore, la saison des résultats, je n'ai pas tout suivi, j'étais aussi en vacances, mais plutôt assez bonne. Plutôt correct, effectivement. Plutôt correct. Comment expliquer, encore une fois, alors il y a eu effectivement l'accès de la crise entre Trump et Pyongyang, mais... Alors, je pense qu'il y a un ensemble de facteurs qui est intéressant à analyser parce qu'on comprend la complexité de la situation actuelle. D'abord, il y a le manque de marge de manœuvre des banquiers centraux. Je pense qu'on en reparlera juste après. Les banquiers centraux, que ce soit la Fed ou la BCE, sont complètement coincés. Mario Draghi a commencé à améliorer son discours. Hein. C'était le fameux discours de Sintra, où il a parlé de forces reflationnistes qui commençaient à dominer les forces déflationnistes. Hop, en un temps, 3 mouvements, l'euro s'est envolé. Donc cette hausse de l'euro a eu immédiatement des conséquences sur les secteurs qui sont les plus exposés, bien évidemment. On a eu par ailleurs, en tout début d'été, une remontée des taux d'intérêt futurs, des taux à long terme, hein, puisque les marchés ont commencé à anticiper un changement, des changements sur la politique monétaire de la BCE, moins de soutien. Et finalement, on s'est très vite aperçu que derrière, les marchés ne supportaient pas ces changements. Donc, on appelle une normalisation, mais en réalité, la valorisation, et je pense que c'est là le cœur du problème, la valorisation des marchés boursiers est telle, celle des marchés obligataires également, que dès qu'il y a un changement un tant soit peu significatif, tout se crispe et explique en particulier la mauvaise situation, enfin la mauvaise performance des marchés européens, qui s'explique également, et ça c'est un élément important, par la sous-performance des valeurs dites cycliques, celles qui auraient dû normalement, dans un contexte d'amélioration conjoncturelle, profiter de cette reprise, qui ont été prises à rebours par la remontée des taux longs, par remontée des taux longs, vous pensez à quoi? En début d'année, en début d'été, et puis après la disparition, à l'inverse, des anticipations d'une normalisation de l'inflation, parce que les chiffres d'activité se sont améliorés, les chiffres d'inflation ne montrent absolument pas d'amélioration de l'inflation. Mais tout ça, c'est bon pour les marchés. Encore une fois, il y a plein de forces qui devraient soutenir les marchés. Encore une fois, les taux bas, les bons résultats. Et pour autant, il y a encore une fois un CAC 40 qui reflue. Que nous sommes dans un cycle qui n'est pas vraiment un cycle d'ailleurs, dans lequel on a beaucoup de mal à se repérer. Prenez le secteur automobile. Le cycle automobile est derrière nous, on l'a dit il y a quelques mois déjà. Donc dans un contexte de reprise qui normalement devrait stimuler les valeurs cycliques, déjà vous pouvez mettre à l'écart le secteur automobile qui a sous-performé, qui continuera vraisemblablement de sous-performer. L'énergie, secteur important pour le CAC 40. Les prix du pétrole n'arrivent pas à décoller. Le marché est en excès d'offres. On le voit avec tous les indicateurs. On a quand même pris quelques dollars sur le baril. Mais rien du tout. Vous les cherchez sur les graphiques, on ne le voit pas. On le voit dans les commentaires, mais en réalité, on est à 50 $. Un petit peu sur le marché américain, mais qui était très faible de toute façon. Donc finalement, tout le secteur énergétique est également délaissé dans cette phase qui aurait dû être plutôt porteuse. Et puis la hausse de l'euro qui joue sur les perspectives de résultats, bien évidemment, parce que c'est un phénomène de compression de marge dans un environnement, ne l'oublions pas, où l'absence d'inflation est là pour nous dire attention, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, l'environnement concurrentiel est encore extrêmement difficile pour les entreprises.
Donc ça veut dire que les marchés vont rester, selon vous, agités en cette rentrée? Je pense que la rentrée va être chaotique pour le moins, parce qu'on a en trame de fond également toutes les interrogations sur les politiques monétaires, une révision… Ça sera ça, le vrai driver, le vrai market mover de la rentrée, qu'on y voit un peu plus clair entre une BCE qui a envie de sortir son QE, qui a un plan, on sent qu'elle a un plan, mais elle n'a pas envie de le publier, enfin de le dévoiler, et une Fed qui dit je vais baisser, je vais réduire la taille de mon bilan, je vais augmenter les taux, mais finalement les marchés qui n'y croient plus. Et qui est paralysée parce qu'attention, on a une jambe politique derrière, et notamment les agissements de Donald Trump ou l'imprévisibilité sur tous les domaines de Donald Trump qui pose un sacré problème aux autorités monétaires, à la Fed en particulier, et qui me semble aujourd'hui expliquer une vague de défiance sur le dollar. Moi, je ne regarde pas forcément la hausse de l'euro comme un facteur purement européen. Je pense qu'il y a une grande vague de défiance à l'égard de l'économie américaine, de la Réserve fédérale américaine, de Donald Trump, qui commence à se solder par une baisse généralisée du dollar, qui, moi, m'inquiète beaucoup, parce que je pense qu'on est, vous savez comment sont les marchés, on cherche toujours des points de repère. Quand on a en face de nous un no man's land où on a l'impression que la devise pourrait aller chercher des niveaux beaucoup plus bas avant de trouver un point d'équilibre, on est forcément inquiet. C'est vrai tout aussi bien du côté du dollar, du taux de change effectif du dollar, que de l'euro qui, lui, a un terrain d'appréciation considérable face au dollar potentiellement. Et donc, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous l'aviez prévu, vous, le mouvement de hausse de l'euro? Je l'avais prévu jusqu'à 1,18, 1,19. Donc là, je commence à être inquiète. Mais à quel horizon? Vous l'aviez prévu à quel horizon? À très court, non, à 6 mois, je crois. Donc c'était, je l'avais depuis le début de l'année. Et alors, moi, j'avais stabilisé à ce niveau-là. On sentait bien que c'était un peu limite comme scénario parce qu'on touche des niveaux qui appellent une appréciation supplémentaire. Mais bon, il me semblait que la Réserve fédérale arriverait quand même à remonter un petit peu ses taux d'intérêt ou aller dans le sens du maintien d'un durcissement très graduel. C'est de moins en moins le cas. Et donc, effectivement, aujourd'hui, la question se pose, est-ce qu'on peut s'arrêter au niveau actuel du taux de change? Si on s'arrête là, finalement… Voilà, l'impact sur les bénéfices, encore une fois, des groupes du CAC 40, sachant qu'il y a l'euro face au dollar, 14% de hausse depuis le début de l'année, puis il y a l'euro face à toutes les devises avec lesquelles on commerce, des pays avec lesquels on commerce, et là on est plus 8, nous a dit juste avant un économiste, plus 8% depuis le début de l'année. Le taux de change effectif a plus 8% depuis le début de l'année. Alors l'impact sur les bénéfices des entreprises, il est difficile à chiffrer directement, mais indirectement, ce qu'on constate, c'est que la baisse de l'euro de la fin de l'année dernière, après l'élection de Donald Trump, qui a quand même été phénoménale, n'a pas réussi… les entreprises en ont tiré très peu de bénéfices en termes de marge à l'exportation. Ce qui, dans un contexte de très faible inflation généralisée, nous met plutôt sur la piste d'un environnement, comme je le disais, concurrentiel encore compliqué pour les entreprises. Ça veut dire que la sensibilité à la variation du taux de change peut être un peu supérieure à ce qu'elle a été, à ce qu'on observe en moyenne sur le long terme en tant qu'économiste. Et dans un contexte où l'inflation n'est pas là, c'est un élément important qu'on oublie parce que les données conjoncturelles s'améliorent. On a envie de croire que l'inflation suivra. L'inflation n'est toujours pas là dans aucun secteur. Et cette appréciation de l'euro va faire que les pressions déflationnistes vont se ranimer à nouveau. Alors, dans quelle ampleur? Tout va dépendre du contexte général, du contexte politique. On a une politique budgétaire qui risque d'être quand même bougrement restrictive en France. Bougrement restrictive, alors là, vous allez un peu fort. Ah ben non, quand à supposer qu'on passe de 3 à 2,7 et que personne n'y croit, passer de 3% de déficit public en 2017 à 2,7% en 2018, personne n'y croit, je veux dire, et ça fait juste un ajustement de 0,3 points de PIB. On n'y croit pas. On n'est pas forcé de ne pas y croire pour les mêmes raisons. Moi, j'ai du mal à y croire. 20 milliards d'euros d'économies qui ne sont pas documentés, ont 13 milliards d'euros de baisse d'impôts à financer. D'accord, on peut dire on ne fera rien de tout ce qu'on annonce. Mais enfin, quand on prend au pied de la lettre ce qui est annoncé, on arrive quand même à un choc de l'ordre de 0,6 à 0,7 points de PIB. C'est considérable. Comment vous arrivez à ça? Parce que je prends les mesures, les estimations. On n'en a pas beaucoup, elles sont souvent contradictoires. C'est vrai ça, mais le déficit de la France, déficit public de la France en 2017, c'est 3% du PIB a priori. Oui, si passe, alors attention, c'était plutôt 3,2. On a déjà été obligé de couper 10 milliards de dépenses en 2017. On passerait de 3 à 2,7. De 3 à 2,7. Oui, la trajectoire spontanée est quand même un petit peu plus élevée, même si la prévision était à 3. Voilà, non, je pense que vous prenez les mesures. J'ai publié le papier que vous recevez, assez détaillé. On voit très bien qu'effectivement, on est quand même dans une logique de restriction budgétaire qui ressemble plus à ce qu'on a fait en 2012 que ce qu'on a fait. Oui, sauf que le timing est meilleur, Véronique, parce qu'en 2012, on avait 0% de croissance. Là, on a un petit 2. On ne la fera jamais. On n'aura jamais des finances publiques bien gérées.
Je crois que votre invité précédent disait ce petit 2 risque déjà de partir de la hausse de l'euro et de se transformer en 1,5. Si vous rajoutez à cela un choc budgétaire de l'ordre, allez, un demi-point, si on ne croit pas au 0,7 ou au chiffrage affiché, ça commence à faire beaucoup dans une situation où, certes, on a des indicateurs Donc on n'assainit jamais les finances amélioration. publiques en France? On reste tout le temps avec des finances publiques dégradées? Ce n'est pas ce que je vous dis. Je dis que la concentration des mesures, le timing, encore une fois, est relativement concentré. Avec un choc de hausse de l'euro, ça peut commencer à faire beaucoup, effectivement. Exactement, exactement. D'où la question, évidemment, qu'on se pose. On a 5000 points sur le CAC 40. Qu'est-ce qu'on fait? On reste investi ou on attend une correction plus importante? Parce que la rentrée sera chaotique. Hein. Attention, on a noté rentrée chaotique sur les marchés selon Incontestablement, je pense qu'on attend de voir des points plus bas parce qu'il y aura des points plus bas. Et à partir de ces plus bas, enfin de ces points bas, reprendre la température, voir si effectivement… Quelles nouvelles informations pourraient nous emmener plus bas? Parce que les banques centrales, le mois de septembre, c'est le mois des banques centrales, ça c'est sûr. C'est le mois des banques centrales. Le mois d'octobre, ça va être le mois d'un budget bien compliqué aux États-Unis, avec donc des menaces de shutdown de l'administration. Comme on a connu. Et on voit bien que Donald Trump n'a pas l'intention, en tout cas a priori, de mettre de l'huile dans les rouages. Et surtout un changement de perception de ce que pourra faire ou non la réserve fédérale américaine. Aujourd'hui, vous avez des taux d'intérêt à 10 ans américains qui dévissent complètement. On est à 2,10, 2,11. Tous les économistes, la plupart, enfin moi j'étais pas dans le lot, mais au printemps, imaginaient que les taux longs américains allaient reconverger vers 3. C'est l'histoire qu'on vit depuis 5 ans, mais toujours est-il, et que le dollar allait forcément se raffermir. Là, vous avez une remise à plat totale de ce scénario, au point qu'on peut se demander si Janet Yellen amorcera même la réduction de son bilan. En tout cas, c'est une question que moi, je me pose. Et si elle ne le fait pas, si elle ne le fait pas, vous dégonflez complètement cette espèce de bulle qui s'est créée après l'élection de Donald Trump, d'une amélioration de facto de l'économie américaine. Attention au marché immobilier américain qui va quand même pas très bien. Ah oui, je voulais en parler parce que je vous lis. C'est très intéressant. Sur le marché immobilier américain, selon vous, il est problématique. Il accumule les mauvaises nouvelles. Les ventes de logements, vous disiez dans votre étude en juillet, mais après c'est un indicateur qui est hyper volatile. Quels sont ces mauvais indicateurs qui se succèdent sur le marché immobilier américain et en quoi c'est de mauvais augure pour la croissance américaine? Je dirais que tous les indicateurs ont plafonné sur le marché américain quasiment depuis le début de l'année. Donc on plafonne et puis après on regarde est-ce que ça tient, est-ce que ça redémarre. En l'occurrence, là c'est en train de s'essouffler. Et les indicateurs de cet été qui étaient un peu plus violents que ce qu'on avait auparavant montrent qu'effectivement le marché est en train franchement de s'essouffler. Qu'est-ce qui se passe? De se retourner ou de s'essouffler? Parce que les prix, c'est vous qui le dites, les prix immobiliers dans le neuf, 25% plus cher qu'au plus haut de la crise en 2007. Exactement, et ça c'est important. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé finalement après la crise de 2008 et la crise immobilière? Des investisseurs se sont massivement orientés vers l'immobilier locatif, des investisseurs professionnels et privés, ce qui a dopé les prix et ça réduit la rentabilité. Tant qu'on pouvait augmenter les loyers sur un rythme de 4% l'an, ça passait, la rentabilité était très élevée avec des taux très faibles. Dès que les loyers commencent, parce qu'il y a des logements vacants qui commencent à monter également, qu'on ne peut plus remonter les loyers à ce même rythme, la rentabilité en est affectée si vous avez des taux d'intérêt un petit peu plus élevés, ce qui n'est pas le cas. C'est doublement le choc. Alors, de deux choses l'une, soit le marché est relayé par les investisseurs privés parce que finalement les mises en chantier de la part des Américains pour leurs propres besoins de logement sont encore en retard. C'est le cas, mais de manière très molle, donc me semble-t-il insuffisante par rapport à la sortie du marché. C'est un gros secteur aux États-Unis, l'immobilier, la construction comme dans beaucoup de pays. C'est de nature, encore une fois, à fragiliser encore plus une croissance américaine qui est poussive. Bien évidemment. Et c'est mal anticipé par les marchés. La croissance américaine a quand même été dopée essentiellement par l'immobilier, par des effets richesse qui sont un peu différents de par le passé. Mais si vous retirez, si vous avez plusieurs trimestres de faiblesse, sans crack ou quoi, vous perdez là quelques bons dixièmes, effectivement, 3-4 dixièmes de points de Donc il y a un warning sur les marchés immobiliers américains. Il y a un gros warning et je pense que la Réserve fédérale américaine elle va en tenir compte et c'est pour ça qu'elle est bloquée encore une fois sur ces taux. Entre autres. La quadrature du cercle. Allez, Véronique Riche-Flores, économiste indépendante, présidente du cabinet RF Research, était votre invitée aujourd'hui en direct sur Boursorama. Merci Véronique. Merci David.